être interprété différemment de ceux qui le vivent en tant que tel. Si nous sommes ici aujourd'hui, avant toute chose, c'est par amour d'Haïti. Nous avons fait sans doute le voyage le plus long de notre vie. Pourtant, nous avons visité et voyagé aux quatre coins du monde depuis tant d'années dans le cadre de notre combat panafricaniste. Nous sommes partis d'Éthiopie, où nous étions invités à la fois à l'Union africaine, puis à l'université d'Addis Abeba et ensuite à l'Africa Day pour parler du panafricanisme, pour donner notre expertise sur la situation panafricaine au XXIe siècle, pour parler de la situation de notre peuple en Éthiopie, en Afrique et dans le monde noir de manière générale. Nous avons quitté l'Éthiopie et parce que, de par notre combat politique, nous ne sommes pas autorisés à traverser certains pays que Haïti connaît bien, nous avons dû faire un détour, faire quasiment le tour du monde et mettre 48 heures, un peu plus de 48 heures pour arriver. Mais Haïti vaut toutes les distances, vaut tout le temps, vaut toute la fatigue et vaut toutes les dépenses pour que l'on puisse prendre la peine de venir vers elle, à ses côtés, à vos côtés. Comme l'a dit le frère Jory, nous venons dans le cadre de la tournée internationale panafricaniste que nous effectuons, dans l'optique des 10 ans de notre ONG internationale Urgence panafricaniste, organisation qui lutte pour la justice sociale, qui lutte contre la malgouvernance, qui lutte contre le néocolonialisme et pour la souveraineté des peuples noirs aux quatre coins du monde. Si nous venons ici, certains vont se dire, mais vous parlez de panafricanisme, mais Haïti est-elle une nation concernée par? Je dirais que non seulement Haïti est concernée, mais Haïti est la matrice du combat que nous menons. S'il n'y avait pas eu la révolution haïtienne, la révolution de la première République noire, il n'y aurait pas de Kémy Séba, il n'y aurait pas d'urgence panafricaniste. S'il n'y avait pas eu des esclaves rebelles de toute confession, et d'ailleurs beaucoup de gens devraient s'en inspirer au moment où certains aiment les divisions puériles, des esclaves rebelles de toute confession spirituelle, de toute confession religieuse, de différentes ethnies, des hommes, des femmes, qui avaient décidé de se réunir et d'effectuer un élément fondateur, un moment fondateur de la nation haïtienne, qui était la cérémonie du bois caïman. S'il n'y avait pas eu ces derniers qui s'étaient réunis, il n'y aurait pas le combat panafricaniste que nous menons. Haïti est la matrice du panafricanisme. Et donc nous retrouvons au XXIe siècle, sur les terres haïtiennes, aux côtés du peuple haïtien, qui souffre fondamentalement aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. Et il en revient de notre obsession de tout faire pour contribuer à ce que Haïti puisse se relever. Si nous sommes ici présents, nous sommes ici dans une démarche bicéphale. Nous avons un certain nombre de conférences dans des universités que nous allons donner toujours dans le cadre de la propagation du panafricanisme. Nous allons aussi mener certaines actions sociales, mais nous sommes aussi venus pour rencontrer différents visages, différentes personnes qui font le peuple haïtien. Et nous sommes surtout venus, et je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ce message devrait être le message que la presse devra le plus faire circuler, pour rappeler à notre peuple que nous aimons en crever, que l'ennemi d'Haïti ou l'ennemi des Haïtiens est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. L'ennemi du peuple haïtien, des gangs jusqu'au peuple, en réalité, c'est le système colonial qui veut assujettir Haïti. L'ennemi du peuple haïtien, ce sont ceux qui, depuis la défaite du système colonial, de l'ordre global occidental, face à la révolution haïtienne, c'est cet ennemi qui a tout fait pour humilier Haïti, pour engluer Haïti dans la paralysie politique, économique, sociale. Ce sont ces ONG néocoloniales que nous connaissons qui plongent Haïti dans un état de coma profond. Ce sont les lobbies et les réseaux qui inondent d'armes meurtrières la population haïtienne pour que celle-ci s'entretue. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, Haïti ne peut pas être le poumon pour la révolution panafricaniste mondiale. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays.
Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé pour que Haïti soit asphyxié. Et tout le monde sait ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle encore, Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas haïtien. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple. Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on doit être capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qui est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qui est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux quatre coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, mais si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que nous vous aimons en crever. Que le vrai monde panafricaniste vous aime et est à vos côtés. Que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain, veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez.
Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés. Petite anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question de pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être, en l'occurrence le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous avons contribué. Haïti peut être ça au niveau mondial, sera ça au niveau mondial. Mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première république noire veut retrouver son rôle, veut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global noir. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Je vous aime, c'est mon propos introductif. Chacun peut poser des questions s'il souhaite. Ok. Donc nous allons passer aux questions-réponses. Merci Kémy pour la proposition. Mais juste avant, j'aimerais vous poser une petite question, Kémy. Au milieu des questions, il faut bien comprendre que Kémy sera maintenant en tournée intitulée Pan-Africanity. Pour le dire, c'est le pan-africanisme, n'est-ce pas? Et il a déjà été en Éthiopie. Vous avez fait Congo, les deux Congos, je crois, n'est-ce pas? Et quand on était au téléphone avec l'équipe de Kémy, l'équipe a dû m'expliquer tout le détour à faire pour arriver en Haïti. Mais pour l'équipe, c'est Haïti, on doit le faire, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre rôle en tant que PDG de Urgence panafricaniste, ce que fait l'ONG, et la raison même pour le stop en Haïti, et ensuite on va passer aux questions-réponses. D'accord, merci mon frère. En ce qui concerne la raison même de notre présence à Haïti, je pense qu'on a déjà expliqué durant les 15-20 minutes de la prise de parole. En ce qui concerne l'urgence panafricaniste est une organisation internationale qui a été créée en 2015 en Afrique francophone et qui s'est fixée dès le départ pour objectif d'avoir une démarche polymorphe, un axe de justice sociale. Nous proposons à certains endroits en Afrique francophone en fonction de nos possibilités. Nous ne sommes pas financés par les ONG globalistes, donc on se débrouille. On propose des programmes de microcrédit pour des mères, des familles en état d'extrême précarité, pour qu'elles puissent créer leurs entreprises. Et une fois qu'elles ont réussi à lancer leur entreprise, elles remboursent sans intérêt l'organisation pour que d'autres femmes puissent, et d'autres mères de famille puissent profiter de ces microcrédits. Ça, c'est un des multiples aspects de ce que l'on appelle le programme ALODO, qui signifie, dans notre langue en fond, l'entraide, la solidarité, le solidarisme communautaire. L'autre axe de notre combat est le combat pour la bonne gouvernance. C'est ce qui nous a valu un certain nombre de persécutions. Parce qu'en Afrique francophone, malheureusement, parfois, les dirigeants africains, lorsqu'ils se voient arriver au pouvoir, finissent par croire qu'ils sont des dieux sur terre. Et finissent par croire que les citoyens qu'ils étaient censés protéger sont leurs esclaves. Et ne respectent pas les droits des citoyens. Et donc, la bonne gouvernance est une obsession pour notre organisation et nous nous sommes manifestés sur ce terrain-là aussi à de très nombreuses reprises, en étant arrêtés dans certains pays, en étant incarcérés, persécutés, expulsés, surveillés, mais cela ne nous a jamais empêchés de continuer.
et de permettre que l'ONG Agence panafricaniste soit l'une des structures fondamentales de ce combat aujourd'hui. Et le troisième aspect, l'aspect sans doute le plus important dans notre combat politique et sociétal, est le combat contre le néocolonialisme. C'est le combat pour lequel l'Urgence panafricaniste est devenue la structure la plus connue sur ce terrain. Néocolonialiste à travers le combat contre le franc CFA que nous avons engagé fin 2016, un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora, et qui a poussé le gouvernement français à effectuer certains changements que l'on pourrait qualifier de cosmétiques, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'il s'est senti obligé d'essayer de faire quelques petites modifications suite à la contestation populaire que nous avons réussi à engendrer à différents endroits du globe en structurant et en finançant et en fondant le Front anti-CFA, Front anticolonialiste français en Afrique. Nous avons aussi milité pour le départ des bases militaires étrangères, en partant du principe que ce que les Occidentaux n'aiment pas qu'on fasse chez eux, il n'est pas question qu'ils nous l'imposent chez nous. Il en va du domaine de la souveraineté. Et nous avons contribué à préparer par une dynamique métapolitique l'atmosphère favorable à ce que, pour que, excusez-moi, différents leaders militaires africains puissent prendre leurs responsabilités et puissent faire tomber certains dirigeants africains marionnettes qui étaient contrôlés par l'Occident. Et donc, la démarche est tripartitionnelle, justice sociale, bonne gouvernance et lutte contre le néocolonialisme. Voilà ce que je peux donner en guise de bilan. Et si nous fêtons aujourd'hui nos 10 ans, on peut se dire que nous avons un certain nombre de victoires à notre actif. Les changements qui ont commencé à s'opérer, qui sont loin d'être finis, il y a encore beaucoup de travail à faire au Sahel, nous sont partiellement imputables, comme à d'autres, et nous le disons avec fierté. Nous avons fait la prison pour ça, et nul ne pourra nous le retirer. Le travail est encore long, mais c'est un travail qui mérite d'être mené. Voilà. Ok, merci Rémi. Déjà, on voit les mains, mais oui. Donc, bon, de la façon la plus simple, je vais commencer à gauche jusqu'à la droite. Et donc, je vois les mains, je vais prendre toutes les questions. Nous allons passer environ 20 à 30 minutes, plus ou moins. Donc, on commence. Vous dites votre nom, s'il vous plaît, le média que vous représentez, et ensuite la question. Allez-y. Je suis Donald Bernius, je travaille pour Radio Télévision Caraïbe et je suis directeur de formation à Radio Tropicale à Cap-Haïtien. Mes questions, quel est d'abord l'agenda de Kémy Séba dans le nord d'Haïti? L'agenda, votre agenda dans le nord. D'accord. Et ma deuxième question, comment Kémy Séba compte recoller les morceaux haïtiens pour qu'ils prennent conscience afin qu'ils puissent libérer Haïti pour que le pays soit ce qu'il devrait être. Merci mon cher frère. J'essaie de répondre rapidement question par question, sinon je vais les oublier. En vous disant que nous avons un programme dans le Nord qui est constitué, en dehors des actions sociales que nous allons mener, de conférences dans 2 universités si je ne m'abuse. La première donc est à la faculté de droit, c'est ça hein? Salle de conférence de la faculté de droit le 30 mai 2025 à 15 h. D'accord? L'autre conférence, c'est quel jour? Le 2 juin, à quelle heure? À 14 h. Vous connaissez mieux mon programme que moi. Et ce sont des événements importants parce que qui dit université, lorsque celle-ci est dans un état d'esprit d'être décolonisée, il faut le préciser parce que malheureusement toutes les universités dans le monde noir ne le sont pas. Et parfois ça peut être des endroits de nettoyage de cerveau, mais là ça va être des endroits, je pense, plus que jamais d'élévation des consciences. Et lors de ces universités, nous allons exposer pourquoi nous pensons que le panafricanisme tel que nous le conceptualisons peut être l'arme suprême politique, idéologique, économique et sociale pour contribuer à la reconstruction d'Haïti. C'est ce que nous pensons profondément et nous sommes convaincus que cela va irriguer les esprits et les cœurs d'un certain nombre de gens. La deuxième question, quelle était-elle? Comment Kémy Séba peut recoller les morceaux haïtiens pour qu'ils prennent conscience afin de libérer l'Haïti pour que le pays soit ce qu'il devrait être? Je pense que en féru de philosophie, formé en philosophie pendant 4 ans, que je suis, là où certains voient le chaos, j'essaye d'y voir une once de lumière. Et il y a différents types de nihilisme. Il y a le nihilisme
négatif et il y a le nihilisme constructif. On décrit à l'extérieur Haïti comme étant une contrée où les gangs se font la guerre. Comme à une certaine époque en Afrique, les tribus se faisaient la guerre, la plus totale pour la conquête du territoire. Mais il arrive toujours un moment dans la fondation d'un système ou d'une civilisation où les contrées qui se font la guerre finissent dans une acception transcendantale par comprendre qu'ils seront plus forts s'ils cessent de se faire la guerre, s'ils font corps avec le peuple et qu'ils font face à leur ennemi commun supérieur, ou du moins en tout cas extérieur. Et je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose qui peut ressembler à une révolution que certains qualifieraient de nihiliste, de chaotique total, mais que nous considérons comme un nihilisme constructif. C'est après ce déclin et le chaos que nous avons vu qu'une once de lumière peut revenir à Haïti. Et je suis convaincu que tout comme des milliers d'années auparavant, des siècles auparavant, des tribus se faisaient la guerre armées, les gangs qui se font la guerre vont finir par comprendre que s'ils font corps avec le peuple contre l'ennemi extérieur, Haïti peut redevenir autre chose. Et c'est pour ça que je ne participe pas, je ne fais pas partie de ceux qui sont en adéquation avec la politique lâche de l'Union africaine, qui malheureusement, l'Union africaine agit. On y était il y a quelques jours, je crois que c'était samedi dernier ou vendredi dernier, on était invité à l'Union africaine. Mais sa politique lâche de l'Union africaine est due au fait qu'elle est